un peu parlé aussi, tout à l'heure, c'est le moment peut-être de rentrer un peu plus en détail, sur le groupe 3 du GIEC. Vous êtes, très critique sur ce groupe 3. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Et peut-être pour commencer, pourquoi le groupe 3 et alors les autres groupes? Et puis le GIEC, c'est quoi peut-être? Ouais, Peut-être le rappeler, on va rappelons repartir de la rapidement, base. hein, mais Ouais, alors rappelons en les fait, bases quand même, parce qu'on c'est entend beaucoup oui, parler. oui. Alors le GIEC, c'est Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. La lettre clé, c'est le I, intergouvernemental. Quand il est créé en 1988, le but du GIEC, c'est de remettre les gouvernements dans la boucle de l'expertise climatique. Avant le GIEC, il y avait déjà eu un groupe d'experts internationaux qui avait été créé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale. Et ce groupe-là, composé d'une quinzaine d'experts, était très très clair. Il n'y a même plus vraiment besoin de faire de recherche. On sait qu'il y a du changement climatique, il faut agir. En 1988 a lieu à Toronto une conférence internationale sur le changement climatique, où il y a déjà des représentants des gouvernements. Les déclarations finales de la conférence sont très importantes et très spectaculaires. Ils proposent de réduire de 25% les émissions d'ici 2005. Et pour faire ça, on va mettre une taxe carbone dans les pays riches qui va servir à financer l'adaptation et le développement dans les pays pauvres. Donc si on avait réussi à faire ça, j'ai envie de dire, on ne serait pas exactement dans la même situation maintenant en 2025. Alors quand les gouvernements, et en particulier le gouvernement américain, entend ça, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On ne va pas laisser quelques bureaucrates excités de l'ONU et quelques climatologues nous dicter notre politique énergétique, parce que ça revient à ça en fait. Et donc on va créer un nouveau groupe d'experts intergouvernemental. Et alors là, dans les archives, j'ai trouvé des documents très très clairs qui viennent du département d'État américain envoyés à son représentant à l'Organisation météorologique mondiale. Ils disent, alors dans ces groupes, dans ce GIEC, on veut des représentants non pas simplement des ministères de l'Environnement, de la Recherche, on veut des représentants nommés, des scientifiques, des experts nommés par le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, les firmes énergétiques. On veut des gens sérieux, quoi. Des gens qui intègrent un peu le coût économique de tout ça. Et alors, quand on regarde le début du GIEC, c'est assez frappant de voir que le président du groupe 3 du GIEC est un Américain qui est ouvertement climato-sceptique. Bizarre. Le président du groupe 2 est un Russe qui est aussi climato-sceptique. Il s'appelle Yuri Israël, c'est un des rares météorologues climato-sceptiques à cette époque. Et en 2004, il conseille Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Ça n'empêche pas de rester vice-président du GIEC. Donc vraiment, il faut juste, quand on regarde historiquement ce qu'est le GIEC, on voit que c'est très différent au départ de ce que l'institution est devenue, qui dans l'espace public semble être le paladin du climat. Alors dans le GIEC, je vous ai dit, donc, il y a plusieurs groupes effectivement. Le groupe 1 s'occupe de la climatologie, ils font la synthèse des savoirs sur le climat. Ils ont des mesures. C'est de la science dure, quoi. C'est de la paléoclimatologie, ils ont les carottes glaciaires. Le groupe 2 s'occupe des impacts. Je connais assez peu leurs travaux. Le groupe 3, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est une discipline très différente. C'est en gros finalement le groupe le plus important d'une certaine manière qui nous dicte ce qu'il faut faire, ce qui est optimal de faire face au changement climatique. Donc je vous ai dit, le premier président du groupe 3 du GIEC, qui s'appelait Robert Einstein, est ouvertement climato-sceptique, et c'est lui qui va pousser, sous les ordres d'ailleurs du gouvernement américain, l'idée que la solution, elle est technologique. On a aussi des archives américaines très intéressantes. Dans la perspective de la conférence de Rio de 1992, Robert Einstein va voir John Sununu, qui est le Chief of Staff de George Bush, le chef de cabinet de George Bush. Il va chercher ses ordres, en fait. Et John Sununu lui dit, écoute, pour cette affaire de Rio et de climat, premièrement, on ne va pas se fixer d'objectifs d'émission. No target. On ne va pas filer d'argent aux pays pauvres, parce que c'est ça qu'ils veulent, au fond. Cette affaire de climat, c'est qu'un prétexte pour nous tirer de l'argent. No money. Play the technology card, joue la carte technologique. Et en fait, c'est ce que le groupe 3 du GIEC a massivement fait, jouer la carte technologique. Pour les raisons que j'ai déjà mentionnées au début de l'entretien, c'est-à-dire ils font la synthèse d'articles qui sont produits par des scientifiques à qui on dit c'est très bien d'innover. Donc forcément, ils font synthétiser des choses qui disent c'est super bien l'innovation, c'est logique. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire quand on voit le décalage énorme qu'il y a entre des promesses technologiques parfois étranges, en particulier toutes les promesses qui concernent la capture et le stockage du carbone, les réalisations concrètes de cela, et puis le fait que les promesses continuent alors qu'on n'arrive toujours pas à capter du carbone, ça va au-delà. Et là, il y a un sujet qui est plus embêtant, qui est en fait les accointances qu'il y a au sein du groupe 3 du GIEC avec les firmes pétrolières et les firmes fossiles. Je veux dire, quand on voit les rapporteurs, les experts du GIEC, il y a tout plein de représentants d'Exxon, de DPK, qui est un lobby des pétroliers, des énergéticiens chinois, des grandes firmes électriques nationales indiennes, etc., etc.
Bon. Oezungli, qui était président du groupe 3 du GIEC, puis président du GIEC, était au bord de Hyundai, hein, qui est une entreprise coréenne, qui est à la fois une productrice de voitures, mais un énorme chaebol présent dans la production électrique, le charbon, etc. Bon. Donc vraiment, au sein du groupe 3 du GIEC, il ne faut pas voir ça comme simplement un groupe d'experts. C'est plus compliqué que ça. Et une fois encore, ça s'inscrit, enfin, c'est pas un complot, c'est-à-dire c'est voulu par l'ONU. Dans les années 90, la doctrine poussée par Kofi Annan, c'est de dire il faut faire du développement durable, il faut que les multinationales soient présentes dans la production d'expertise, dans la production des solutions. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait, ça donne une mise en avant des technologies de capture de carbone. Qui poussent ces technologies-là depuis les années 90? Ce sont les firmes pétrolières, d'abord américaines, norvégiennes, canadiennes, qui en fait cette idée de capturer le CO2, ça naît dans les champs pétroliers américains des années 70. Au départ, c'est une technologie de purification du gaz naturel. Quand vous sortez du gaz naturel, vous avez à la fois du méthane et du CO2. Il faut que vous récupérez le CO2 pour vendre votre gaz naturel. Et puis après, ce CO2, vous pouvez l'injecter sous le sol, dans les puits, pour récupérer davantage de pétrole. Donc ça se fait de manière importante à partir de la fin des années 70. Et les entreprises pétrolières vont se dire, très bien, on n'a qu'à présenter ça comme une technologie verte, puisqu'on enfouit du CO2 sous le sol. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point, en fait, ils créent ex nihilo tout un champ d'expertise sur la capture du carbone. Donc ça passe par la création de conférences, un accord avec l'AIE, qui va suivre ces questions de capture de carbone et les encourager, la création de revues. Vous avez des revues qui sortent comme ça sur la capture du carbone. Et le résultat, c'est qu'il y a une production scientifique. Et puis en 2005, le GIEC fait un rapport sur cette littérature-là, qui change vraiment le statut de ça. Parce que pendant longtemps, la capture du carbone, ça semblait absurde. Je vous donne simplement quelques ordres de grandeur. En fait, pour capturer du carbone d'une fumée industrielle, il faut énormément d'énergie. Il faut des solvants, des absorbants qui doivent être chauffés pour extraire le CO2. Tout ça consomme énormément d'énergie, à tel point que toutes les deux ou trois centrales thermiques au charbon, par exemple, il faut construire une deuxième ou une troisième centrale thermique pour produire l'électricité uniquement pour récupérer le CO2. Donc le rendement est absolument catastrophique. Dans le rapport de 2002 du GIEC, si je me souviens bien, du groupe 3, ils disent ça rend l'électricité au charbon plus chère que le nucléaire. Quel est l'intérêt? Autant directement faire du nucléaire, quoi. Et puis un rapport de 2005 qui change complètement la doctrine officielle sur la capture du carbone, où là, d'un seul coup, la capture du carbone, ça coûte pas si cher, et on pourrait stocker 2000 gigatonnes de CO2, on pourrait stocker la moitié des émissions qu'on va émettre au XXIe siècle sous le sol grâce à ça. Vraiment un basculement entièrement de doctrine. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la littérature scientifique qu'il y a derrière ce rapport. C'est la littérature qui est produite par les entreprises, essentiellement par les entreprises pétrolières, et fossiles en général. C'est pas que c'est un abus de langage quand je dis ça, en fait, c'est aussi les cimentiers, etc. Bon. Donc vous voyez, là, c'est intéressant. On voit que le groupe 3 du GIEC a eu un rôle de légitimation d'une technologie qui, objectivement, servait les intérêts et reflétait l'expertise des compagnies fossiles. Bon. Alors, on pourrait dire, c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est très grave, en fait. Pour une raison assez simple, c'est que la suite de la capture du carbone, ça a été les émissions négatives. Imaginez, vous reprenez ce dispositif de capture du carbone et vous le mettez sur une centrale thermique qui brûle non pas du charbon ou du gaz, mais qui brûle de la biomasse, du bois. Alors là, c'est génial, puisque à la fois vous produisez de l'électricité et en même temps vous pompez du CO2 de l'atmosphère, puisque le bois, quand il pousse, il récupère du CO2, vous le brûlez, vous récupérez l'électricité, le CO2 vous le récupérez aussi, vous l'enfouissez sous le sol. Alors le problème, c'est que ces technologies-là, ça a nourri un espoir technologique qui consiste à dire, on n'arrive pas à réduire les émissions, c'est pas grave, on fera des émissions négatives plus tard. Donc ça a eu un profond encouragement à la procrastination. Dans le rapport du groupe 3 du GIEC de 2014, ils expliquaient que le premier puits de carbone, après 2050, ce serait la production électrique. Parce qu'on allait faire de l'électricité en masse à partir de bois, de biomasse, on allait récupérer le CO2. Ils estimaient qu'on stockerait chaque année 10 milliards de tonnes de CO2 par an dans leur scénario médian. Il faut savoir que la production mondiale de bois, c'est seulement 4 milliards de mètres cubes. Ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la biomasse forestière pour faire ça. Alors vous allez me dire une fois encore, on s'en fiche, c'est qu'un rapport. Le problème, c'est que c'est juste un an avant l'accord de Paris. L'accord de Paris est signé sur cette promesse technologique-là. Ce qui rend la neutralité carbone possible et économiquement envisageable, et qui rend possible la signature par les gouvernements de l'accord de Paris, ce sont ces technologies qui n'existent pas. Ça, une fois encore, c'est évident que les gouvernements ont un rôle majeur à jouer.
Par contre, moi, j'ai pas de mal avec cette idée que oui, c'est quand même une question morale, c'est une question individuelle, c'est une question de comportement. Et je trouve que ce serait un peu s'exonérer trop vite en disant, moi, je fais pas d'efforts parce qu'il y a des gros pollueurs, machin chose, quoi. Sachant que ces gros pollueurs, de fait, les industriels produisent des biens qu'on consomme en général. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun mal à dire que les entreprises pétrolières qui ont été climato-sceptiques, il faut les punir. Et Total, à un moment, a été climato-sceptique. C'est normal qu'il y ait un procès qui soit puni pour ça. Mais c'est vrai aussi, alors, enfin, ce pétrole qu'ils produisent, il profite aussi à toute l'économie, il faut le reconnaître, quoi. C'est vrai qu'il y a une demande de pétrole et c'est vrai que c'est lié à l'aviation, c'est lié au transport, c'est lié à plein de choses, quoi. Donc il s'agit aussi de transformer les comportements individuels et les deux ne sont pas en opposition. Il n'y a pas d'un côté un discours qui serait néolibéral que de dire on individualise et c'est un truc néolibéral machin. La vraie politique environnementale, elle se fait seulement au niveau de la politique, de l'État, du gouvernement. En fait, les deux vont ensemble, quoi. S'il n'y a pas un changement de comportement, un changement moral, un changement de civilisation, il n'y a pas de changement politique non plus. Les deux vont ensemble, quoi.